Bataille d'Aljubarrota. L'après-midi du 14 août 1385, le royaume du Portugal, accompagné de certains Anglais, s'oppose aux Castillans, ceux-ci assistés par des contingents français et navarrais. Cette bataille aura pour cause une crise de succession au sein du royaume du Portugal, crise dont les Castillans profiteront afin de prendre l'indépendance du Portugal. Passons aux effectifs. Côté portugais, dirigé par Jean Ier de Portugal et Nuno Alvares Pereira, 6600 soldats, dont 4000 fantassins, 1700 cavaliers, 900 arbalétriers et 200 archers anglais, contre 31 000 hommes, 15 000 fantassins, 6 000 chevaliers, 8 000 arbalétriers, 2 000 chevaliers français et 15 mortiers. L'écart entre le nombre de soldats est démentiel, et pourtant, penchons-nous sur les pertes. Environ 1000 hommes pour le Portugal, contre 9000 en tout pour les Castillans, assistés par les Navarrais et les Français. Cette bataille fut décisive pour la prospérité du Portugal. Maintenant, un autre type de récit, le mythe. Celui de Sisyphe par exemple. Sisyphe a été condamné à pousser un rocher en enfer suite à la confession des secrets des dieux aux humains. Or, il ne pourra jamais le remonter jusqu'au sommet de la montagne du royaume des morts, puisqu'arrivé en haut, il finira toujours repoussé vers le bas. Maintenant, ce qui distingue ces deux récits est certes d'une part la vérité et la fiction, mais aussi ce qu'il forge comme valeur en nous et son utilité à la société. Certes, ceux-ci dans le fond sont très reliés, c'est-à-dire les transmissions qu'il y a. En revanche, sur la forme, c'est très différent. Mais pour comprendre ça plus précisément, on va comprendre l'utilité d'un mythe aux yeux d'une société et ensuite on comprendra l'utilité de ce type de récit historique aux yeux d'une société. Juste avant ça, c'est intéressant de constater que les mythes ont progressivement disparu au fil du temps. Le dernier mythe répandu à ce jour à ma connaissance, c'est le mythe de Cthulhu. C'est un espèce de monstre marin d'une race extraterrestre qui chercherait secrètement la domination sur Terre. Et ce mythe date de 1928. Mais ça aussi, on va le comprendre. Pourquoi justement les mythes sont aussi peu répandus de nos jours, voire quasi inexistants. On constate déjà pour le mythe qu'un irrationalisme s'en dégage, puisqu'historiquement, les mythes ont aussi pour fonction d'exposer et d'expliquer notre monde avec justement cette touche d'irrationalisme. Les mythes peuvent contenir tout être et toute chose dans leur narration. Le mythe d'Arachné notamment raconte l'histoire d'une femme autrefois tisseuse qui confronta Athéna à un duel de tissage. Suite à cela, les deux femmes livrèrent leur duel de tissage, finissant égalité. Athéna, prise par la rage, déchira la toile d'Arachné et frappa Arachné. Finalement, Arachné était tellement vexée et blessée qu'elle partit se pendre. Athéna, réfléchissant à ses actes, décida de lui offrir une nouvelle vie, mais ceci sous la forme d'une araignée. Ce mythe-ci servait simplement d'exemple pour montrer qu'on peut retrouver toutes sortes de créatures, toutes sortes d'êtres vivants au sein d'un mythe. Je peux en citer 3 autres qui sont très connus, comme le Wendigo, le Bigfoot ou même encore le Chupacabra. Et malgré cela, on peut en tirer quelque chose. Le mythe d'Arachné, par exemple, rationalise une lacune dans l'explication des choses de la vie. Ce mythe-ci représenterait la capacité d'adaptation du corps et une démonstration de prise du pouvoir sur celui-ci. Mais maintenant, je vais revenir au mythe de Sisyphe, puisque je ne l'ai pas cité pour rien. Déjà, c'est important de remarquer que, dans une ligne temporelle, c'est très compliqué de le placer. Tout ce que l'on peut en dire, c'est qu'il est dans un passé lointain. Or, la leçon, elle, en est à l'antipode, puisque très actuelle, du moins à l'époque de ceux qui ont créé ce mythe. La leçon de Sisyphe traite de notre capacité en exerçant sa conscience à trouver un but, et ce même dans les circonstances les plus absurdes ou désespérées. C'est simplement en fait une démonstration de la psyché humaine et de ce dont elle est capable de plus grand. Les mythes décrivent donc les mœurs d'une société ou bien aident à développer les valeurs de son peuple en plus d'être une source d'apprentissage quant à la nature de ce qui nous entoure et encore plus de la nature humaine. Et ce, malgré la récurrence justement d'événements fantastiques et irrationnels. Ils sont cause de fédération pour un peuple, les mythes, en leur exerçant une conscience collective qui leur est propre.
Par conscience collective, j'entends une certaine morale et spiritualité. L'homme se retrouvera exalté justement par la beauté de ce qui s'en dégage dans énormément de mythes et la force que démontrent justement ces hommes, la force que Sisyphe par exemple démontre, ou même encore la force d'Atlas, ce qui lui permettra donc à l'homme de donner sens à sa vie, puisque nécessitant quelque chose qu'il place au-dessus de son être. De plus, ces mythes étaient souvent transmis justement des anciens aux jeunes, afin de leur expliquer leur compréhension à eux du monde. Claude Lévi-Strauss, un anthropologue extrêmement reconnu du XXe siècle, lui disait « L'objet du mythe est de fournir un modèle logique pour résoudre une contradiction. » Et justement, là on vient à comprendre pourquoi notre société n'est plus capable d'en créer. Parce qu'en fait, elle est bien plus avancée scientifiquement, même si on ne comprend toujours pas exactement tout ce qui nous entoure. Et puisque la science rime plus ou moins avec rationalité, la création de nouveaux mythes en est impossible, puisque justement on comprend plus ou moins le monde qui nous entoure. Maintenant, traitons des récits historiques. Cela, en plus de servir à la reconstitution de notre histoire et à une meilleure compréhension de l'état actuel des choses, bon, évidemment, mais ça nous intéresse pas trop pour la vidéo, ceux-là, ils sont tout aussi fédérateurs. La bataille d'Aljubarrota, par exemple, est une fierté portugaise. En aussi faible nombre, ils ont su vaincre les Castillans aidés des Français. En racontant ce type de récit, un peuple s'unifie et met en avant le modèle du fort. De plus, on développe notre sens de la gratitude, en prenant conscience de ce que ceux qui nous ont précédés ont bâti comme héritage à notre rencontre, qu'ils soient matériels, comme de beaux bâtiments, ou bien simplement la préservation de notre culture, ou des valeurs spirituelles et morales justement. Nous nous devons ainsi de poursuivre cet héritage. Et maintenant, je ne vais non pas parler de l'héroïsme. Enfin, si, bien sûr qu'il y a de l'héroïsme, mais non pas l'héroïsme d'une armée entière, mais plutôt l'héroïsme d'une seule personne. Bien sûr, cette personne est dans l'armée. Mais l'histoire de Martim Moniz, elle est exceptionnelle. Martim Moniz, mené par le roi Alphonse Ier, participa à la reconquista des Portugais sur les morts. Lors de la reconquête de la ville de Lisbonne, au château Saint-Georges, il vit les portes du dit château être refermées par les morts. Et là, Martim Moniz fit un geste héroïque qui changea probablement à jamais le destin du Portugal. Il entrava la porte avec tout son corps, la porte que les morts essayaient de refermer, mais qu'ils n'ont pas réussi à refermer justement parce que Martim Moniz s'est sacrifié. Il a gardé cette porte ouverte, ce qui a empêché les morts de la refermer, et ce qui a donc permis aux Portugais de chasser les morts du dit château. Certes, ce récit est fédérateur pour un peuple entier, mais il fonctionne encore mieux à l'échelle individuelle puisque on désire se reconnaître en ce personnage et en ce héros. Tout homme serait honoré de porter le blason de celui qui a possiblement changé l'avenir de son pays à jamais.